Émeric, enseignant l'histoire géo classe européenne au lycée Couperin. Je constate avec plaisir que les historiens sont majoritaires. C'est ciblé. Il y a de tout degré, premier degré, second degré, supérieur, toutes les matières, activités, retraite. Bref, un panorama complet. Mais Arnaud Dorigné, j'étudie en licence d'administration publique. Je suis engagé dans 2 collectifs au sein du Rassemblement Bleu Marine, le collectif Racine et le collectif Marianne. Et je m'occupe particulièrement de la question de la recentralisation de l'État et des administrations scolaires et universitaires qui touchent donc à la fois le collectif Racine et le collectif Marianne. Et ça sera un peu l'objet de mon intervention aujourd'hui. Je suis par ailleurs aussi responsable FNG dans les Pays de la Loire. Voilà. Voilà, alors Alain Abello, je préside le collectif Racine, j'en suis l'un des cofondateurs. Je suis par ailleurs professeur de philosophie en lycée, dans un lycée de Vendée, de La Roche-sur-Yon, j'habite en France, mais j'enseigne en Vendée. Et par ailleurs, je suis conseiller régional des Pays de Loire et vice-président du groupe FN au conseil régional des Pays de la Loire. Pays de la Loire, oui. Alors, la raison de notre présence ici, vous le savez, c'est la conférence de fin d'année du collectif Racine, en compagnie du président Alain Abello, qui nous honore de sa présence. Cette conférence vient clôturer une semaine extrêmement riche, avec la divine surprise, si vous passez l'expression, du Brexit jeudi, suivi hier soir de l'élimination piteuse de l'équipe d'Angleterre contre l'Islande, qui servira tous les anglophobes notoires. L'Islande, je rappelle, pour enfoncer le coup, 330 000 habitants, 20 000 licenciés, 100 joueurs pro et 2-1 contre le pays qui a inventé le football. Donc, c'est une semaine où je suis ravi, parce qu'en plus, on conclut ce soir par cette conférence. Donc, plus sérieusement, je vais vous présenter brièvement le déroulé de cette conférence. J'interviendrai tout d'abord en tant que coordinateur Île-de-France et responsable de la section 77. Je ferai un bilan de notre activité. Arnaud interviendra par la suite sur son thème de prédilection, la recentralisation des administrations scolaires et universitaires. Puis Alain interviendra plus longtemps sur l'école et l'éducation en général. Alors, avant d'attaquer le collectif Racine 77, quelques mots sur l'Île-de-France, que j'ai l'honneur de coordonner. Donc, il y a 8 départements, je ne vous apprendrai rien. Pour l'instant, il y a 3 collectifs Racine. 3 sections départementales, tout d'abord la première à Paris, et puis la nôtre qui a été fondée le 28 octobre 2015, une bonne partie d'entre vous y était d'ailleurs, et nous avons lancé fin avril, 31 avril, je crois, c'est ça, celui du 94. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Paul qui nous vient tout droit du 92 et qui est volontaire pour éventuellement lancer la section en 92. Je vous remercie d'avoir fait ce déplacement. Marie-France Anouk, Marie-Agnès devait venir responsable du 94, elle a eu un empêchement. Et également, une section dans le 78 est en préparation, ce qui fera 5 départements sur 8. Nous, il nous restera le 93, c'est compliqué. Le 95 et 91, ça devrait venir, je fais tout pour en tout cas. Alors, vous le savez, je l'ai dit, le collectif Racine 77, nous l'avons créé le 28 octobre 2015 et aujourd'hui nous sommes le 28 juin, donc 8 mois jour pour jour après, on peut faire un petit état des lieux. Tout a commencé, un certain nombre d'entre vous s'en rappellent, le 3 octobre, je me rappelle très bien, chez Marie-Hélène, qui n'a pas pu être présent. C'est là où on a appris à faire connaissance. Je me permets de remercier Marie-Hélène et Jacques qui nous ont accueillis chez eux et qui m'a apporté beaucoup de contacts à tous les collègues de Couperin. Moi je pensais que j'allais arriver un peu tout seul à Couperin et elle m'a dit non, tu n'es pas seul, il y a un petit groupe de résistants au lycée, je veux te le faire connaître et ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide encore aujourd'hui parce que j'ai pas pris de coups spécialement cette année, vous n'en avez pas pris d'ailleurs. Mais enfin, je sais qu'aucune erreur ne m'est permise. Patricia m'a dit, là, juste à l'instant, ils ont attendu la fin d'année, ma foi, sur un des panneaux d'affichage syndical, ils ont affiché un petit truc qui n'est pas méchant, mais qui stipule quand même de l'ambiance. C'est un article de journal qui présente les groupes, les groupuscules, je ne sais pas exactement ce que c'est, je ne l'ai pas lu,
qui sont censés lutter contre l'infiltration du Front National dans les établissements scolaires. Donc je dois dire à ces gens-là, je leur dirai en face que je suis pas prêt de partir. Ils ont attendu qu'évidemment la fin de l'année, qu'il n'y avait plus personne. Mais sinon, ça a été une année plutôt tranquille de ce point de vue-là. Alors, le collectif Racine 77, en quelques chiffres, c'est d'abord une page Facebook avec actuellement 164 j'aime à l'heure actuelle. J'ai pour ambition de progresser. C'est assez compliqué parce que autant c'est facile d'avoir, parce que je gère aussi la page Front National 77, c'est plutôt facile de se faire identifier en tant que Fédération FN 77, collectif Racine. Pour beaucoup de gens, c'est pas encore forcément très clair. On y vient, mais il n'y a pas forcément le réflexe de liker, comme on dit au nom des Français. Mais enfin, c'est une page que j'actualise tous les jours. Je mets toujours des articles relatifs à l'actualité locale, etc., via surtout les journaux locaux. Très intéressant, tu nous apportes beaucoup d'informations locales. Merci. Donc, surtout via le Parisien 77, la République de Seine-et-Marne en général. Et ce qui nous fournit aussi la matière pour faire des communiqués, j'y viendrai tout à l'heure. C'est aussi un site dont j'avoue je suis assez fier, puisque grâce aux contributions, à vos contributions, on arrive à 31 articles de toutes sortes, des articles de fond, d'analyse, des articles de presse, des articles de conseils de lecture. Et ça, c'est aussi en grande partie grâce à vous. Et je voulais vous remercier parce que vous faites vivre ce site, et ce qui nous permet d'avoir actuellement une moyenne de 900 visiteurs uniques par mois, ce qui, pour un site local de section, est assez conséquent à la fois. Et je suis très content de ça. Et ça, c'est vraiment partie grâce à vous. C'est aussi, je l'ai dit, des communiqués, donc au nombre de 4 actuellement. Alors, il y avait un premier communiqué qui avait lieu au mois de février, qui portait sur la hausse scandaleuse des tarifs de transport scolaire décidés par le conseil départemental de Seine-et-Marne, avec des hausses allant jusqu'à 2750%. D'accord ? Et c'est-à-dire des lycéens qui payaient 12 € par an, qui se retrouvent à payer désormais 330 € par an. D'accord ? Donc le but, c'est évidemment toujours le même, de faire des économies, de faire des politiques d'austérité pour faire des économies. Et nous nous sommes insurgés à cette occasion du fait que s'il y avait évidemment des économies à faire, il fallait ne pas les faire sur le dos des familles, mais plutôt éventuellement sur les frais de fonctionnement dont les budgets n'ont cessé d'enfler depuis plus de 20 ans. D'accord ? Et ça, c'est la logique libérale, c'est d'ailleurs toujours faire payer les plus pauvres, etc., et faire gonfler la technomachine. Le second, qui avait lieu à l'occasion de la manifestation de Fontainebleau le 13 mars contre la réforme du collège. Donc nous avions appris par certains syndicats qu'il y avait une manifestation à Fontainebleau, ce qui est une chose pas fréquente, on va dire. Donc nous y sommes rendus, nous avions plus ou moins annoncé notre venue qui n'était pas la bienvenue. Mais nous sommes quand même allés. Il y avait Olivier, il y avait 2-3 autres personnes qui sont pas là, mais on était présents. Et à cette occasion, on avait essayé de s'exprimer. Olivier pourra témoigner. Je voulais simplement, en tant que responsable du collectif Racine 77, avoir l'occasion de m'exprimer avec la journaliste du Parisien, et j'ai eu droit à une espèce de session de comment dirais-je, de morale, on aurait dit un politburo en action qui m'a empêché de parler, qui m'a limite diffamé, insulté, alors que je lui demandais juste la parole. Voilà. Et ça, c'était notamment des consignes qu'elle avait reçues, parce que j'étais identifié en tant que représentant du collectif Racine. Et c'était assez désagréable, je suis resté calme, et donc, ce qui m'a pas empêché néanmoins de faire un communiqué à ce sujet, c'est-à-dire que nous dénoncions, certes, cette réforme du collège, mais à travers cette réforme du collège, nous dénonçons évidemment la volonté de l'Europe, puisque tous ceux qui étaient présents, qui sont tous des non-européens qui votent pour les mêmes partis européistes que nous ont menés à notre ruine depuis 40 ans, jamais il ne leur serait venu à l'idée de remettre en question ces dogmes auxquels ils doivent dire comme faire,
et notamment cette Union européenne, qui est l'alpha et l'oméga de leur vision politique. On l'a vu récemment avec le Brexit, comme s'il était impossible de penser en dehors de l'Union européenne, sous peine d'être mis au banc de la société des humains. Et pourtant, nous savons, si nous nous intéressons un petit peu à la politique, que cette Union européenne est responsable de cette politique d'austérité qui détruisent tous les services publics. Ce qui nous faisait conclure par ces mots fameux de l'aigle de Meaux, Bossuet, le fameux évêque de Meaux au XVIIe siècle, et l'un des plus grands orateurs français, qui disait « Dieu s'oppose des gens qui se plaignent des effets dont ils chérissent les causes ». Évidemment, on ne peut pas contester la réforme de l'Europe, du collège, et en même temps faire des louanges à l'Union européenne qui est directement responsable de ceci. Enfin, le troisième communiqué qui a été publié au mois de mai et qui faisait état, si vous vous rappelez, de cette jeune fille au lycée de Montreux, je ne me rappelle plus le nom du lycée, tu t'en rappelles C'était à Varennes-sur-Seine, lycée Florent Tristan. Voilà, sur le canton de Montreux. Tout à fait. Cette jeune fille s'était pointée un lundi matin vêtue de ce que les journalistes appelaient une jupe longue, en réalité qui fait partie d'un uniforme de musulman radical, en tout cas ostentatoire. Il s'avère qu'en plus cette jeune fille était une convertie. Vous connaissez le zèle des convertis, ils en font toujours plus, etc. Et la proviseure, très courageuse, s'était offusquée et puis avait empêché son entrée. Elle n'avait pas été exclue, mais on l'avait empêché d'entrer. Évidemment, elle avait fait tout un pataquès, aidé de sa mère, etc. Ça avait fait un peu de bruit et nous avions à cette occasion soutenu la décision courageuse de la proviseure en disant qu'évidemment c'était un acte politique et c'était un acte religieux fort et que si on laisse passer ça, et bien demain on laissera passer un peu plus long, etc. Et puis demain on laissera passer carrément avec un trébuch. Donc c'est pas possible. Et elle avait porté plainte, elle a été déboutée puisque je citais un arrêt du Conseil d'État, puisque dans un collège du 94, justement, 3 ans auparavant, pour la même affaire, on s'était allé jusqu'au Conseil d'État et le Conseil d'État avait débouté la demande des familles qui demandaient la réintégration. Pour l'instant, le droit est avec nous et ça c'est normal, nous ne faisons qu'appliquer la laïcité. Pas de signe ostentatoire, tout simplement. Et puis le quatrième qui est sorti récemment, qui s'officiait de la création prochaine d'une école communautaire, une école musulmane, une de plus. Une qui existe déjà, qui accueille déjà 450 enfants. Quand vous allez sur leur site, ça se situe à Saint-Militant, pour ceux qui connaissent, c'est un territoire perdu de la République, malheureusement. Il y a déjà une école, vous allez sur leur site, je me suis pas mal documenté, ils mettent en avant les photos qui ont lieu dans des classes, dans des préfabriqués immondes, avec des gamines de 10 ans qui ont déjà un voile qui leur arrive là. Et ça se passe à 30 km d'ici, ils sont déjà 450. C'est dans quelle commune? Saint-Militant. Ah, Saint-Militant. Et donc la mairie, en tout courage, leur a cédé un terrain pour construire une vraie école en dur, etc. 5 fois moins cher que le prix du marché, puisque c'est à peu près, si je ne m'abuse, 50 € le mètre carré, ils l'auront vendu 50 € le mètre carré, alors que c'est 350 normalement. C'est honteux, tout ça, c'est une mairie évidemment socialiste, pour la paix sociale, pour le clientélisme, etc. Il y a eu une action de fait, une trace, quelque chose comme ça? J'ai fait un communiqué déjà. Tu as fait un communiqué. Et je ne vais pas aller là-bas tout seul, c'est sûr. Mais en tout cas, malheureusement, on pourrait se poser la question légitime. Parce que je posais des questions qui paraissent légitimes. Je pense que vous l'avez vu, j'espère. Oui, bien sûr. Et je posais des questions, la question des fonds. Parce que dans la vidéo, ils expliquaient qu'ils avaient réuni 15 000 €. Or, il en faut à peu près 300 000. Alors, s'ils ont mis 20 ans pour avoir 15 000, on a le temps devant nous. Mais quand même, on sait très bien les fonds qui viennent des Émirats, etc. La question de la formation, je me suis renseigné, je suis allé sur les sites, etc. Ils font venir dans la mosquée qui est responsable directement de l'école des prédicateurs venus souvent de l'étranger qui ont des propos incroyables sur la volonté d'établir un État islamique en France.
la suprématie de la charia sur toute autre loi humaine, évidemment l'égalité homme-femme, etc., qu'on retrouve à l'école, parce que les gamines qui sont voilées à l'âge de 10 ans. Bref, des choses qui paraissent essentielles, mais des choses que les journalistes de la République ou du Parisien ne font que relayer et décrire complaisamment. Ah ben tout va bien, il y a une école de musulmans radicaux qui est à 30 km de chez nous, c'est génial. On sait très bien que malheureusement tout ça va fleurir, rien ne sortira de bon de tout cela. Comment peut-on imaginer qu'un enfant qui est éduqué à partir de l'âge de 5 ans dans une école comme ça, qui ne voit que des corélégionnaires, qui ne voit que des gens qui pensent comme nous de façon la plus rétrograde qui soit, comment peut-on imaginer qu'à l'âge de 18 ans, ça devienne un citoyen éclairé? C'est impossible. Ça favorise le communautarisme, le repli sur soi, la haine de la différence, la haine de la femme, la haine de tous ceux qui sont différents. C'est une catastrophe absolue. Et on en est qu'au début, malheureusement. Donc c'est pas grand-chose de faire un communiqué, mais au moins on le fait, et malheureusement, c'est pas repris par la presse. C'est ce qu'on est le Front National, parce qu'on est les méchants dans l'histoire, c'est forcément nous les méchants. Et d'ailleurs, en faisant ce petit compte-rendu, je me suis rendu compte que tous les communiqués du collectif Racine 77, donc les 4, critiquaient en réalité les 3 mots dont souffre notre société, c'est-à-dire le libéralisme effréné, qu'on retrouvait dans le premier communiqué à travers les politiques d'austérité, qui ont toujours vocation à faire payer les coupés de notre commune. Le deuxième, c'était sur le pédagogisme qui était aux ordres de Bruxelles, donc aussi l'européisme qui sabote notre souveraineté. Et le troisième aspect, c'était le communautarisme, sous toutes ses formes qui fragmentent notre République à travers cette joute blonde et la formation de cette école. Donc 3 écueils que nous commettons, collectif Racine et le Front National de façon générale, qui sont liés, tous 3, libéralisme effréné, européisme, communautarisme, ce sont les mêmes volets, les mêmes volontés de détruire les nations, seul à même de résister à l'établissement d'un nouvel ordre mondial où l'homme serait déraciné, hors sol, il aurait juste une vocation consumériste. Et ça, nous le combattons vivement, parce que nous croyons, comme disait Platon, le beau, le bon, le vrai, et certainement pas en ce que l'homme se réduise à une marchandise. Et nous ne croyons pas que l'avenir puisse se trouver dans la marchandisation du monde, au contraire. Et pourtant, nous y allons de plein fouet. Alors, bien, je dirais, pour finir également, que le collectif Racine, ce sont aussi des rencontres humaines, n'est-ce pas, des échanges entre nous. On a eu l'occasion de faire un dîner à Fontainebleau le 9 décembre, nous étions une quinzaine, c'est un moment très agréable. 2 conférences, le 15 avril, avec Bernard comme intervenant sur la formation professionnelle, une bonne partie des gens qui étaient là également. Et puis ce soir, conférence de fin d'année. En tout cas, personnellement, j'ai été ravi et enchanté de cette action cette année, de ces 8 mois passés avec vous, à essayer de trouver de l'information, à vous les envoyer, à essayer de servir une cause qui me paraît juste, qui me paraît avoir un sens dans un monde qui en a de moins en moins. Et je suis heureux et fier d'être collectif Racine, et j'ai été ravi de travailler avec vous cette année. Voilà. Merci Émeric. Alors, mon intervention ne sera pas très longue. Je vais reprendre ce que tu as dit tout à l'heure. Tu disais que l'Union européenne détruit le service public, et c'est très vrai. Ça se manifeste par exemple pour la SNCF quand il s'attaque au monopole de la SNCF. Vous pouvez maintenant aller à Venise avec un train privé. Et ça se manifeste aussi évidemment à l'école et dans les universités. Vous avez eu en 2017, à l'époque c'était le gouvernement Fillon, la loi LRU. 2007, oui. Non, 2007. La loi LRU, loi de responsabilité et de liberté des universités, qui donne une autonomie aux universités, donc une autonomie budgétaire, une autonomie aussi administrative, et évidemment
Ça se manifeste très concrètement, par exemple, ceux qui seront étudiants dans la salle ont peut-être déjà vécu des professeurs qui vous disent qu'on ne vous fournira plus les polycopiés, que c'est à vous de les imprimer, ou que si vous voulez les avoir au format papier, eh bien, il faudra les acheter. Et bien comme ça, on fait des économies, des petites économies de bouts de chandelle à cause de ce problème d'autonomie, justement. Et progressivement, on fait gonfler les frais pour les étudiants, les frais qui sont les étudiants qui sont bien souvent déjà dans une précarité assez importante, leurs frais d'études. Et en cela, effectivement, on rompt l'égalité des étudiants, l'égalité d'accès au service public, parce qu'on favorise, ce que Émeric disait bien tout à l'heure, la libéralisation de ce service public. Donc nous sommes effectivement favorables à l'abrogation de cette loi LRU, puisque nous considérons que le budget des universités doit directement dépendre de celui de l'État, puisque c'est un service public. Ça n'a pas vocation à devenir une entreprise, sinon les coûts, ça serait un peu un système à l'américaine, les coûts pour les étudiants seraient énormes, les moins aisés évidemment n'auraient plus accès à cet enseignement-là. Donc nous considérons que effectivement la gestion des universités et leur budget doit revenir à l'État, et nous considérons que c'est là, sur ce point-là, un premier pas à faire dans le cadre de l'accession de Marine Le Pen à la tête de la présidence de la République, avant de poursuivre ou d'envisager d'autres réformes. Donc ça, sur la question de l'autonomie des universités, c'est un premier point. Nous avons aussi, en matière administrative, un autre problème. C'est celui évidemment, du problème du ministre qui n'arrive plus à faire imposer sa volonté. C'est un peu lié, effectivement, aussi à ce problème d'autonomie des universités, puisque ça pose le problème de l'autonomie des administrations par rapport au ministre. Je vais vous donner un exemple. Gilles de Robien, lorsqu'il était ministre, avait pris une circulaire pour imposer la méthode syllabique à l'école et interdire donc la méthode globale. Eh bien, il se trouve qu'il n'a jamais été écouté par l'administration, qu'il n'en a rien fait, puisque évidemment les circulaires sont juste, quand elles sont interprétatives, sont juste là pour interpréter des textes de loi. Donc quand elles sont uniquement interprétatives, eh bien l'administration se croit, en tout cas se permet de les outrepasser. Ça, c'est un premier problème, puisque évidemment le ministre, c'est un chef de service et il a autorité sur ses agents, et évidemment nous pensons que ces circulaires doivent être impératives et doivent évidemment s'imposer à l'ensemble des administrations. Un deuxième problème, pour prendre cette fois-ci une ministre socialiste, c'était la circulaire royale de 2000. La circulaire royale de 2000, elle disait quoi? Elle disait que si un enseignant prenait une sanction à l'égard d'un élève qui était jugé comme illégitime, eh bien, cela pouvait être caractéristique d'une voie de fait, auquel cas, ce qui est parfaitement scandaleux, auquel cas l'élève, s'il est mineur représenté par ses parents, pouvait attaquer l'enseignant devant les tribunaux privés, donc ça engageait la responsabilité personnelle et même pas la responsabilité de l'établissement, la responsabilité personnelle de l'enseignant, qui pouvait évidemment se voir condamné à payer une réparation à l'élève lésé. Dans les deux cas, on a un vrai problème, c'est le problème de la responsabilité de l'administration dans les actes qu'elle prend. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'administration, et c'est le cas de plus en plus, à chaque fois qu'elle prend des actes administratifs, que ce soit une sanction, que ce soit une circulaire, eh bien, le juge permet le plus en plus de moyens pour les administrés ou pour l'administration de passer outre, que ce soit le recours pour excès de pouvoir pour faire tomber l'acte devant le juge, ou parce que la circulaire n'est pas impérative. Et nous pensons qu'il faut véritablement qu'il y ait moins de responsabilités, que moins d'actes puissent être susceptibles d'être attaqués et qu'ils soient plus facilement imposables. Nous pensons par exemple que les sanctions que les enseignants prennent sont des mesures d'ordre intérieur, qui ne sont pas susceptibles de passer devant un tribunal administratif, puisque ce sont des mesures parfaitement banales qui ne
finalement ne laissent pas énormément, ne vont pas vraiment léser un élève et n'ont pas beaucoup gêné dans la poursuite de ses études et de l'enseignement. Donc voilà, c'était sur ces points-là que je voulais insister. Nous considérons donc que c'est en arrêtant avec cette folie qui est de donner toujours plus d'autonomie aux administrations et de rendre toujours plus responsables de leurs actes cette administration et par là les actes qu'ils prennent, qu'on pourra véritablement créer une atmosphère où il sera possible de réformer, parce que c'est le premier pas si on veut espérer réformer le système, si on veut espérer effectivement faire de l'école un enjeu pour toute une nation. Donc j'en ai terminé ici. Je voulais simplement vous rappeler, mais il me semble que vous la connaissez tous déjà, que la lettre du collectif Racine sort tous les 3 mois. Celle de juin va sortir dans quelques jours. Je crois que vous avez déjà tous celle de mars. Et il y aura en septembre, à l'occasion des estivales, pour ceux qui s'en rendront, celle de septembre qui sortira. Je vais donc passer la parole à Alain qui vous détaillera nos propositions pour l'école. Je vous remercie. Eh bien, merci Arnaud, puis merci à Émeric pour son accueil et merci à tous d'être venus ce soir. Si j'ai tenu à être là ce soir, c'est comme tu l'as dit, effectivement, c'est là l'événement qui clôt l'année politique du collectif Racine et que cette section de Seine-et-Marne, qui est donc dirigée par Émeric, est modèle à bien des égards. Tu as eu vraiment raison de développer ce qu'ont été tes actions. Elle est modèle du point de vue de la communication, particulièrement effectivement le site départemental donc, qui est alimenté. Les communiqués que tu fais, je m'étais pas avisé qu'effectivement ils ratissaient l'ensemble des problématiques, mais sont toujours tenues. Par ailleurs, votre présence, et je sais que tu es en mesure de fédérer, de réunir des personnes, vous en êtes par votre présence la preuve. Tout cela, effectivement, m'a conduit, écoutez, déjà à féliciter Émeric, voilà, sans trop le gêner, pour tout ce qu'il fait, et à être parmi vous ce soir pour clôturer l'année du collectif dans sa section qui est la plus active. On en a à présent 21, nous sommes en effet présents dans 21 départements. Ça a été un travail de longue haleine en quelque sorte, puisque les premières sections ont été lancées en avril 2014. Nous avons commencé par le Var. J'ai tenu par ailleurs à ce que nous implantions dans des départements où on ne nous attendait pas. Toujours soucieux de la communication qui importe et qui importe d'autant plus en notre époque où tout le monde sait ce que fait tout le monde, du fait des réseaux sociaux, d'Internet, etc. Lorsque nous avons lancé notre première section dans le Var, les journalistes ont eu beau jeu de dire c'est facile de trouver des enseignants vu le nombre d'adhérents que compte la Fédération du Var. Eh bien, pour les prendre à revers, nous avons lancé notre deuxième section en Loire-Atlantique. Je crois que c'est celle de Paris qui a suivi. Nous sommes allés ensuite dans le Finistère. Bref, nous sommes aujourd'hui implantés dans les 4 coins de France, dans des départements qui ont des caractéristiques socio-politiques très différentes. Cela a marqué en quelque sorte un premier grand succès du collectif Racine que de démontrer qu'il y a des enseignants patriotes, des enseignants bleu marine qui sont présents dans toute la France, y compris donc dans des coins où on ne les attendait pas. Le collectif Racine, et c'est ce que tu répercutes au niveau départemental, au niveau de l'Île-de-France, par ailleurs a été, depuis sa création, à la pointe, en quelque sorte, de l'actualité éducative, scolaire, frayer la voie en constituant effectivement un site internet qui est très visité. À titre d'information, puisque je donne des chiffres que je ne donnerai peut-être pas de façon tout à fait publique, mais comme vous êtes tous plus ou moins associés à notre aventure collective, je puis vous les indiquer. Nous avons quand même, ce qui n'est pas rien, quelque chose comme 500 visites quotidiennes, visiteurs uniques sur notre site national, avec des pointes. Alors pour redonner un ordre de grandeur, nous étions montés à 8000 visiteurs uniques le jour de notre lancement national, puisque ce fut une sorte de séisme. Nous avons
au gré de notre communication, lorsque nous avons pu communiquer sur des points cruciaux qui ont intéressé de surcroît les médias, nous avons pu atteindre les 4000 visiteurs uniques, particulièrement lorsque nous avions pris position le jour même où débutaient les élections professionnelles de mémoire en novembre 2015. Nous avions pris position en faveur de 2 syndicats en dénonçant tous les autres syndicats, l'enseignement public en l'occurrence. Ça avait fait aussi grand bruit, parce que nous avions soutenu un syndicat de gauche et un syndicat de droite, qui sont, ce n'est pas tout à fait un hasard, des syndicats l'un comme l'autre, qui sont très soucieux de leur indépendance politique, donc auxquels on ne peut imputer d'être des officines politiques ou des courroies de transmission des partis politiques, comme le sont le SNES par exemple. Donc chacun sait bien que ce fut une courroie de transmission du PCF et aujourd'hui du PS, L-Gauche, disons, et une partie du front de gauche. Eh bien, nous avions soutenu des syndicats qui sont apolitiques, un de gauche, un de droite, Force ouvrière, il ne faut pas les nommer, parce que Force ouvrière, même si elle rassemble beaucoup de gens qui sont souvent à l'extrême gauche, c'est néanmoins une extrême gauche avec laquelle on peut discuter parce que ce sont d'authentiques républicains le plus souvent. Voilà. Une vieille tradition lambertiste pour ceux qui connaissent les nuances. Ce sont d'authentiques républicains. Nous avions par ailleurs soutenu un syndicat de droite, donc cette sorte de grand écart me va assez bien puisqu'il est tout de même dans la ligne, oui, quelqu'un est concerné, qui, si il n'aime pas le SNALC, savoir que ses responsables nationaux sont trop proches de nous, il n'en demeure pas moins que c'est un syndicat qui reste sur les positions qu'il défend tout à fait fréquentable. On a beaucoup d'adhérents au collectif Racine qui sont au SNALC, ceux qui ont pu y rester. Petite boutade. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, je parlais de communication, je ne vais pas entrer dans le détail des syndicats à ce point, tout ça pour vous dire que nous avons pu réussir beaucoup de communication, ce qui est extrêmement important, simplement pour exister publiquement. Peut-être la consécration, comme m'avait dit Florian Philippot lorsque je lui avais annoncé, ce fut Najat Vallaud-Belkacem qui, en direct sur France 3, lors du 12-13 de Francis Letellier, s'était trouvé acculé à parler de nous, puisque du fait du coup que nous avions réalisé lors des élections professionnelles quelques semaines auparavant, le journaliste en question lui a posé la question de ce qu'elle pensait du collectif Racine, et donc ce fut une sorte de consécration. Bon, alors, je pourrais vous raconter beaucoup de choses, mais je ne veux pas non plus être trop long, et puis comme ce que tu as souhaité que je développe, ce qui est évidemment parfaitement légitime, les points où nous en sommes concernant l'avancée du projet présidentiel que nous présenterons à Marine, le moment venu. Je voudrais donc aborder cet aspect-là de notre travail, auquel, vous m'avez entendu, certains d'entre vous, vous faire quelques petites avances pour que vous contribuiez, non pas pour la première fois, certains ont déjà contribué, continuiez à contribuer. Bon, de ce point de vue-là, qui est notre mission la moins visible, mais par ailleurs, on peut le considérer la plus noble. La communication est nécessaire, mais la mission la plus noble qui est la nôtre, c'est évidemment, c'est une mission historique en réalité, hein, sans tomber dans la grandiloquence, de bâtir un projet présidentiel. Eh bien, nous avons constitué en interne 8 groupes de travail qui sont à la fois, alors qui se chevauchent pour certains parce que ce sont à la fois des groupes par niveau, de façon assez logique et normale. Le premier groupe de travail est consacré à l'école primaire, le deuxième à l'enseignement supérieur, mais d'autres sont plus transversaux puisqu'il y a un groupe de travail dont je m'occupe tout spécialement, et je ferai écho à ce que disait Arnaud tout à l'heure sur ce point, qui est le groupe de travail sur la question de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Donc nous avons constitué 8 groupes de travail dans le cadre desquels se rencontrent, trop souvent peut-être par Internet, parce que les déplacements des uns et des autres sont toujours assez chers et nous ne pouvons pas multiplier non plus les réunions programmatiques, et bien se rencontrent des spécialistes, des praticiens, des enseignants pour l'essentiel, des administratifs, qui produisent des notes techniques, au fur et à mesure que l'échéance de la remise d'un projet approche. Eh bien, nous privilégions le format de la note technique en 2 pages, analyse-proposition. Nous avons donc accumulé depuis 2 ans et demi
une bonne liasse, si je puis dire, de notes portant sur tous les dossiers, traitant l'ensemble des dossiers ou quasiment, l'enseignement à distance par exemple assez peu, je vous le disais tout à l'heure, et bien sûr au point où nous en sommes, l'échéance approchant, eh bien nous devons à présent faire un travail de synthèse, alors de complément, je le disais tout à l'heure à Françoise, sur certains dossiers, parce qu'il y a encore des lacunes si vous voulez, mais si on prend les choses globalement, un travail d'harmonisation, de synthèse. Quand je parle d'harmonisation, c'est parce que le collectif, comme notre mouvement politique, est bien sûr riche de ses différences. Il y a parfois des propositions qui ne vont pas dans le même sens, donc il faut trancher. Bref, un travail de synthèse, un travail d'harmonisation de l'ensemble de ces notes, dont sortira eh bien, donc, un projet présidentiel que nous proposerons, donc un projet en quelque sorte, que nous proposerons le moment venu à notre président, le moment venu, c'est-à-dire tout de même assez vite. Voilà. Je puis vous annoncer par ailleurs, parce qu'au stade, avant de présenter ce projet à Marine et avant de le voir validé, eh bien, nous laissons affleurer, comme je vais le faire devant vous tout à l'heure, quelques-unes de nos propositions. Nous lançons en quelque sorte des ballons également pour voir comment ils retombent, pour voir comment ils sont reçus sur certaines questions. Je précise que même si nous travaillons pour Marine, bien entendu, la parole du collectif n'engage pas, bien sûr, Marine. Elle décidera ce qu'elle retiendra, si vous voulez. Donc, et nous avons une certaine liberté de parole parce que, encore une fois, le collectif, en tant que think tank, si je le dis par cet anglicisme, eh bien, il lui appartient d'essayer de tester des propositions. Donc, nous laisserons affleurer, a fortiori, nos travaux lors d'un événement majeur qui sera en quelque sorte une sorte de début de la campagne présidentielle, puisque seront organisées 8 conventions thématiques entre les mois de septembre et le mois de décembre, qui seront des conventions par lesquelles eh bien, Marine Le Pen commencera à présenter son projet présidentiel. Voilà. Très logiquement, la première convention qui aura lieu sera celle précisément sur l'école et sur l'enseignement supérieur. Elle aura lieu au mois de septembre, la date reste à déterminer, mais comme vous vous en doutez, ce ne sera certainement pas ni le 17 ni le 18, puisque nous sommes à Fréjus, pour la plupart d'entre nous, mais elle aura lieu donc au mois de septembre. Alors, 2 collectifs seront impliqués, l'ensemble des collectifs ayant vocation à se situer au cœur de la campagne présidentielle, et sur cette convention particulière sur l'école et l'enseignement supérieur, 2 collectifs seront impliqués, le collectif Racine bien sûr, mais aussi le collectif Marianne des étudiants, qui fut le 2e collectif à voir le jour au mois de mars 2014. Voilà. Bon, alors, je pense que, parce que c'est un point d'étape en quelque sorte, des notes programmatiques ont émergé de cette section 77, de sorte à en venir à présenter nos pistes de propositions. Je voudrais, mais on parle entre collègues ou quasiment, je voudrais compléter, ça va dans le même sens bien entendu, ce que tu disais tout à l'heure, Émeric, concernant les causes du déclin de notre système scolaire et universitaire. Je vais le dire un peu autrement, mais ça se recoupe parfaitement, bien sûr, et puis heureusement. Cela est bien connu des uns et des autres. Je tenais ce propos également hier soir à Mont-Solémine, devant les adhérents, là. Pour le coup, il y avait quelques enseignants dans la salle, mais ils ne l'étaient pas tous. Et l'un d'eux, ancien CPE à la retraite, me disait que lorsque je parlais en ces termes, il revoyait toute sa carrière défiler. Voilà. Donc je crois qu'on tient là, effectivement, il faut qu'on en soit tous conscients, mais nous sommes donc tous plus ou moins conscients des causes qui ont conduit notre école à se porter aussi mal, sachant que notre université ne se porte pas mieux. Bon, je dirais, en guise de résumé en quelque sorte, que la source des mots tient à 2 principaux vecteurs. D'une part, l'égalitarisme, le contresens égalitariste, que je ne, comme tu l'as fait, il me semble tout à l'heure, que je ne déconnecte pas, bien au contraire,
d'une autre idéologie ô combien pernicieuse que fut le pédagogisme. Je pense que les choses historiquement se passent en deux temps. Il y a d'abord l'égalitarisme, ensuite le pédagogisme, et que le pédagogisme décuple de façon même exponentielle, parce que je dis pas du tout rigoureux mathématiquement, décuple de façon même exponentielle les mots produits à l'origine par le seul égalitarisme. Bon. Et deuxièmement, le vecteur de ces mots, dont ce que notre école qui l'effondre, eh bien, c'est effectivement, et il ne faut pas l'oublier, c'est peut-être moins dit, mais tu l'as très bien dit, c'est effectivement le fait que nos politiques scolaires et l'enseignement supérieur sont décidées, comme toutes les autres politiques, au niveau supranational, au niveau européen, effectivement. Il y a des dictats européens qui sont parfaitement efficients dans l'ordre de nos politiques scolaires et d'enseignement supérieur. Ces dictats européistes et mondialistes sont d'autant plus efficients que, ce qui n'aura échappé à personne, eh bien, nos élites politiques, de droite comme de gauche, sont toutes unanimement converties à l'euromondialisme. Ils sont d'autant plus convertis qu'elles n'aiment pas la France. Inutile de tourner autour du pot. Poser la question de savoir si Najat Vallaud-Belkacem aime la France, c'est déjà y répondre. Voilà. Bon, donc, eh bien, ces deux séries de causes ont agi de concert en se croisant et ont produit ce que nous connaissons comme situation. Je détaille un tout petit peu. Bon, pour parler de l'égalitarisme tout d'abord, je crois que l'on s'entendra pour dire que le péché originel en termes de réforme de l'enseignement en France, ce fut la création du collège unique en 1975, enfin par la loi Haby de 1975, qui est effectivement une mesure qui est de l'égalitarisme dans tout ce qu'il a de plus pur. Bon. La création du collège unique, alors si on est précis, la loi Haby, c'est 1975, va perdurer, je l'ai connu quand j'étais moi-même collégien, tout de même une sorte de palier d'orientation en fin de cinquième, pendant quelques temps. Mais l'unicité du collège, ensuite, a triomphé, ce caractère égalitariste du collège a triomphé, et puis, pour raccorder ce péché originel avec notre actualité, je dirais, nous l'avons écrit, que la catastrophique réforme du collège conduite par Najat Vallaud-Belkacem, qui doit entrer en application à la rentrée prochaine, fait du collège unique plus, quoi. C'est encore aller plus loin dans le sens du collège unique tel qu'instauré par la loi Haby de 1975. Alors quel a été le contresens égalitariste qui a conduit à tout cela? C'est bien connu. On a cru qu'en abaissant le niveau d'exigence, en revoyant à la baisse les programmes dans leur contenu, eh bien on a cru qu'on allait démocratiser l'école. On a cru qu'on allait démocratiser l'école parce que on croyait. Alors il est toujours très indécidable de savoir s'il y a là un crime, un acte scélérat qui est sciemment commis ou si c'est simplement par bonne intention et par candeur qu'on en est arrivé à faire triompher la médiocrité égalitariste. C'est toujours difficilement décidable, mais enfin tout cela a été théorisé par des gens qui portent une responsabilité extrêmement lourde relativement à la situation d'aujourd'hui. Il faut ici évoquer Bourdieu, car le contresens égalitariste, il est construit, il est fabriqué par quelqu'un comme Bourdieu, et par ses disciples, et par ses épigones, qui sont encore plus bourdieusiens que Bourdieu lui-même, quoique Bourdieu fut l'un de ceux, exemple particulier, qui s'inscrit dans le dispositif égalitariste, a réclamé déjà dans les années 70, il y a une vieille émission d'Apostrophe où on le voit dire cela, ça doit dater effectivement des années 70 ou début des années 80, et bien préconiser une réforme de l'orthographe. On est dans la quintessence même du contresens égalitariste. Nous savons bien tous ici que simplifier l'orthographe est un acte tout simplement criminel notamment, et c'est ce point-là que je retiens à ce point, c'est criminel socialement. Parce que, effectivement, si on simplifie l'orthographe,
en la rendant sous prétexte de la rendre accessible à tout le monde, eh bien, on interdira absolument à ceux, je reprends malignement un concept de Bourdieu, dont le capital culturel est faible du fait de leur milieu social d'origine, on leur interdira absolument de parvenir à la véritable maîtrise de la véritable langue française. C'est-à-dire que par égalitarisme, on creuse bien entendu les inégalités. L'égalitarisme, c'est donc évidemment l'exact contraire de l'égalité républicaine, l'exact contraire de l'égalité bien comprise. Voilà. Bon, alors, on le sait, il y en a parmi nous qui enseignent le collège. Je me laissais dire il n'y a pas si longtemps, mais au collège, on n'enseigne même plus. Voilà, on le sait, on a prétendu mettre tous les enfants ensemble. On a prétendu ne surtout pas chercher à opérer des distinctions, je reviendrai sur la notion de sélection tout à l'heure, entre les enfants. Du coup, on le sait bien, tous, eh bien, on a empêché les meilleurs d'aller au bout de leur capacité, mais on a aussi empêché les moins bons, ceux qui obtenaient les résultats les plus faibles, de progresser. Voilà ce qu'a produit l'égalitarisme. Bon. Et puis l'égalitarisme, on parle du collège, mais progressivement, l'esprit du collège unique a aussi inspiré les réformes du lycée. Et si le lycée est tout de même moins atteint que le collège, il est tout de même évidemment lui aussi laminé par le même contresens, la même idéologie égalitariste. Bon, alors l'exact contraire, et puis j'ouvre en quelque sorte des perspectives vers ce que je vous dirai après pour l'aspect propositionnel de mon propos. Eh ben, l'exact contraire de l'égalitarisme, c'est donc l'égalité républicaine. Bon, on l'a beaucoup cité, on aime bien le faire parce que notre mouvement politique est le grand rassemblement des patriotes par-delà la gauche et la droite. D'ailleurs, beaucoup de membres fondateurs du collectif Racine venaient initialement de la gauche, c'est mon cas. Nous n'avions aucun problème, et nous n'avons aucun problème à citer Paul Langevin, compagnon de route du Parti communiste français, qui, dans une formule d'une limpidité, d'une clarté absolue, eh bien, dit ce que c'est l'égalité républicaine, c'est-à-dire l'opposé de l'égalitarisme. La mission que Langevin a signée à l'école, eh bien, c'était d'opérer la sélection des meilleurs par la promotion de tous. Voilà ce que c'est que l'égalité républicaine. Bon. Alors, je vais être économe en exemple parce que le fait que nous soyons collègues, pour la plupart vous soyez dans le milieu, dans le système, vous savez de quoi l'on parle. Bon, il y aurait beaucoup à dire. Je fais parfois pousser des cris de frayeur à mon auditoire quand ils ne se sont pas informés de tous les détails. Mais nous en avons tous sans doute à l'appel les exemples. Je vais vous donner un autre exemple parfaitement criant. J'en parlais l'autre jour avec un collègue conseiller régional des Pays de la Loire, qui fut diagnostiqué comme enfant surdoué, enfin enfant précoce, on dit, précocité intellectuelle. Eh bien, figurez-vous, basse œuvre de l'égalitarisme, qu'on lui a demandé à lui et à sa famille, ses instituteurs lui ont demandé à lui et à sa famille de signer une charte par laquelle il s'engageait à ne pas poser de questions. Voilà, on en rit, on ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais vous savez là, bon, certains cas extrêmes, c'est effectivement le cas. Donc voilà. Bon, alors, je vais dire un mot de ce que, là aussi, nous savons bien tous, ou à peu près, l'effet tout à fait pernicieux de ce que l'on a appelé, le terme s'est installé, le pédagogisme. Parlons des réformes. Bon, la loi, la scélérate loi Jospin 1989, eh bien, c'est en quelque sorte ce qui marque institutionnellement la mainmise, l'arrivée à la tête du ministère des pédagogistes. On va les appeler des pédagogistes, parce que on doit être pédagogue quand on enseigne. Des pédagogistes. Bon. Pour rappel, la loi Jospin 1989, deux points, c'est celle qui va porter création des IUFM, des instituts universitaires de formation des maîtres, temple du pédagogisme, lieu dans lesquels ont officié, mais continuent d'officier en réalité, parce que même si les UFM ont été suspendus par Sarkozy pour être rétablis sous un autre nom par Payon, les SP aujourd'hui, eh bien, ce sont les mêmes qui officient. Temple des sciences de l'éducation, on a prétendu en effet
enseigner de façon théorique dans ces temples du pédagogisme la pédagogie, ce qui est un contresens sur la pédagogie, on peut en parler un peu ensuite. Dans ces IUFM, on a donc consacré cette nouvelle figure du système scolaire qui est le formateur du UFM. Or, le formateur du UFM, et je n'exagère même pas, je crois que nous en avons tous connu bien souvent, les formateurs UFM, c'est-à-dire prétend délivrer son savoir théorique concernant la façon dont pédagogiquement il faut que les enseignants s'y prennent, alors qu'en réalité, c'est bien souvent un planqué, c'est-à-dire quelqu'un qui est là parce qu'il n'est justement pas capable de savoir se débrouiller face à des élèves réels. Voilà. Bon, alors, on l'a dit, moi ça fait, même avant la création du collectif Racine que je m'occupe de ces questions-là, on l'avait écrit, il y avait du temps de sauver les lettres, ça remonte au début des années 2000, il y avait une passe d'armes, le monde se faisant l'intermédiaire, je me rappelle d'un certain Pedro Cordoba qui était professeur d'études hispaniques de l'université de Reims, qui avait écrit un texte extrêmement violent contre les UFM. Bon, oui, alors, le pédagogisme, pour en revenir à la loi Jospin de 89, c'est aussi l'idéologie de l'élève au centre. Voilà. L'idéologie de l'élève au centre. Il faut lire la formule en entier, elle est très connue, mais elle n'est peut-être pas très bien connue dans son ensemble. La loi Jospin de 89 parle de l'élève au centre du système, il s'agit de placer l'élève au centre du système, ce qui n'est pas en soi parfaitement dérangeant, parce que, effectivement, à qui enseigne-t-on d'abord aux élèves. Mais là où ça devient parfaitement terrifiant, c'est la suite de la formule. Placer l'élève au centre du système comme référent de la culture commune. Ah, comme référent de la culture commune. Qu'est-ce à dire? Et là aussi, aucune exagération. C'est-à-dire que, et on va bien voir le point d'articulation entre pédagogisme et égalitarisme. C'est-à-dire que s'il faut placer l'élève au centre du système et prendre l'élève comme référent de la culture commune, on va donc pouvoir se dire, et de fait ce l'est-on dit, malheureusement, que la culture de l'élève, c'est certainement pas, par exemple, les grands auteurs de la littérature française. Non, ce n'est pas sa culture. Ce qui est sa culture, c'est le rap, par exemple. Bon. Et alors, que ne s'est-on pas mis à prétendre, au titre de ce qu'il fallait placer l'élève au centre du système, l'élève pris comme référent de la culture commune, par exemple, de eh bien, laisser hors de l'enseignement du français l'étude des grands textes littéraires pour enseigner le français sur la base des seuls textes de rap. Voilà. Je crois que Brigelli, avec lequel je suis en contact assez rapproché, même s'il a rejoint, bien que je l'ai dragué pendant, tout à l'heure, bien que je l'ai dragué pendant des mois, il a fini par rejoindre DLF. Rejoindre le front, c'est compliqué pour Brigelli, parce que il perdrait sans doute, ou ça devient très compliqué, sa chronique sur le point, ses rapports avec ses éditeurs se tendraient peut-être un peu, et je puis vous assurer que Brigelli est d'accord à peu près sur tout. 80%. À 80, oui, mais enfin non, à 95%, je l'ai dit à 95%. On se demande ce que sont les 20% restants. C'est ça. Quand je l'ai rencontré, il m'a demandé de pouvoir interviewer Florian Philippot sur les questions qui nous intéressent, scolaires. Contact a été pris et on lui a donc demandé, le Figaro lui a demandé, c'est un Figaro je crois, lui a demandé ce qu'il pensait de ce que Florian pouvait dire au sujet des questions scolaires. Et il a dit, je suis d'accord avec 80% des propositions. Non, c'est pas 80%. Il est d'accord avec 99% de propositions. Simplement, il ne veut pas, pour l'heure. On verra. Au fur et à mesure où nous continuons de progresser, on aura beaucoup de ralliements. Peut-être même Brigelli. Voilà. Bon, j'ai fait une petite digression avec Brigelli. Je parlais de Brigelli simplement parce que je crois dans son best-seller, deuxième anglicisme de la soirée, La fabrique du crétin, il explique ça, je crois, très bien, si ma mémoire est bonne, il y a tout un chapitre, je crois, là-dessus. Voilà, donc placer l'élève au centre comme référent de la culture commune, ça a conduit à refuser, à ne surtout pas chercher à l'élever, mais ça a conduit au contraire eh bien, à l'enfermer dans sa culture qui bien souvent n'est pas suffisante et même laisse à désirer, etc. Et puis voilà, les pédagogues se sont tous comme un seul homme
excusez-moi, inscrit dans cette ligne, au point, par exemple, qu'on en a entendu dire, autre individu que le hasard de la vie m'a conduit à côtoyer très tôt, parce que nous étions tous deux nantais, et je l'ai côtoyé alors que nous avions 18 ans, François Bégodeau, que vous connaîtrez. T'as le même âge? Oui, absolument le même âge. Nous sommes tous les deux de 71. François Bégodeau, je l'ai entendu dire, donc, pour mémoire, l'auteur du livre Entre les murs, dont un film a été tiré, film qui a été honoré, je sais pas si Palme d'or. Palme d'or au Festival de Cannes. Bon. Bien, j'entendais Bégodeau dire, mais non, il n'y a pas de problème du tout concernant le fait que les élèves d'aujourd'hui ne liraient pas ou n'écriraient pas. Ils n'ont jamais autant lu, ni jamais autant écrit, puisqu'ils sont tout le temps en train de chatter et tout le temps en train de s'envoyer des SMS. On n'a jamais autant lu, c'est authentique. Hein. Je crois qu'il l'avait dit dans la revue du SGEN, dont il a été naturellement assez proche, du moins... excusez-moi, à l'époque où il enseignait encore. Bon, alors j'étais déjà un peu long. Je voudrais en venir au deuxième aspect rapidement des causes des maux dont souffre le système. Bon, la haine de la France, le mépris de la France dans bien des cas, de nos élites politiques, la défiance à l'égard de tout ce qui est national, quoi, qui a accompagné, eh bien, là aussi, en quelque sorte, la mainmise des instances supranationales qui ont également décidé de nos politiques éducatives, mais ceci décidé parce que nos politiques nationaux se sont révélés faibles, se sont caractérisés par un manque de volonté politique, justement. Nous n'en manquerons pas. Bon, alors, pour rappel, là je vais parler rapidement d'une notre loi, parce que c'est la traduction la plus pure de cette mainmise, enfin de cette efficience des dictats européens de l'UE sur les politiques éducatives, c'est la loi Fillon. Bon. Ici, il faut rappeler ce que fut le protocole de Lisbonne, donc ça date de 2000. Le protocole de Lisbonne, eh bien, parle d'un marché de la connaissance, le libéralisme européiste. Parle d'un marché de la connaissance et, dans cette logique, tout naturellement, assigne à l'école comme finalité eh bien, l'employabilité des élèves une fois qu'ils seront sortis du système, mais attention, une employabilité envisagée du point de vue du critère typiquement libéral, qui est celui de la flexibilité de l'emploi. Hein, il ne s'agit pas d'assurer aux gens un emploi dans lequel ils se réaliseront et qu'ils pourront conserver sur une longue durée, mais bien de les rendre particulièrement flexibles. Il y a des analyses très très claires d'ailleurs de cet esprit de Lisbonne et de ses répercussions sur le politique scolaire, dans un livre qui est assez bien connu, qui est L'enseignement de l'ignorance de Jean-Claude Michéa, qui date de 2002. De mémoire, c'est 2002. Donc on est pile effectivement dans ces années-là, c'est juste avant, enfin c'est 3 ans avant la loi Fillon, on sera la traduction entre le plan des réformes. Je me trompe sur la date? Je pensais que c'était 2002, mais j'en suis pas sûr. C'est dans ces eaux-là. C'est 99. C'est 99, donc il anticipe. Mais ce que dit Michéa, eh bien, c'est que finalement, l'enseignement aujourd'hui a pour finalité de faire des élèves eh bien, des travailleurs flexibles, donc justement, et puis de faire en sorte que surtout ils n'exercent pas leur esprit critique. Surtout, voilà, des électeurs dociles, ou enfin en tout cas des individus prêts à réagir à tous les stimuli que produit en leur direction la société consumériste. Il parle, la formule est citation littérale, de l'école du capitalisme total, voilà, dans l'enseignement de l'ignorance. Bon. Alors, qu'a-t-on fait au titre de ces directives de Lisbonne? On a d'abord cherché, on a d'abord réduit encore le niveau d'exigence et également réduit comme peau de chagrin les programmes. Ça s'est appelé joliment, c'est de la com, ça s'est appelé joliment le socle commun de connaissances. Quand on parle de socle, il faut se méfier parce que le socle, c'est pas du tout les fondamentaux. C'est finalement un moins-disant en termes de savoir. Voilà. C'est pas des fondamentaux pour ensuite bâtir
d'autres apprentissages, qui pourraient constituer un socle pour d'autres apprentissages. Le socle commun des connaissances, c'est un moins 10 ans en termes d'instruction, un moins 10 ans même sans précédent en termes d'instruction. Les dictats ou les impératifs du protocole de Lisbonne, ce fut aussi, et je réagis beaucoup contre cela, puisque ça relève d'une compétence régionale dans le cadre du Conseil régional des Pays de la Loire, c'est la vénération sans restriction du Dieu numérique. On a vu effectivement proliférer les gadgets informatiques en pensant que, et c'était contenu dans les termes même du président de la République et de sa ministre, qui voyait il n'y a pas si longtemps, ou qui l'affirmait comme tel, eh bien, dans le numérique, la solution à tous les maux dont souffre l'école. Bon. Le numérique peut apporter, j'en parlais avec l'un d'entre vous tout à l'heure, quelques petites choses en termes d'innovation, peut-être aussi pour, en quelque sorte, moderniser un peu un enseignement, pour le rendre plus ludique, mais disons que fondamentalement, en termes d'instruction, le numérique n'apporte quasiment rien. C'est à la marge. Et prétendre qu'effectivement telle serait la solution à tous les maux dont souffre l'école est purement illusoire et fallacieux. Ce fut aussi les directives européennes ou européistes, eh bien, la vénération sans condition, sans restriction aussi, de l'anglais. Mais alors, de l'anglais qui n'est pas l'anglais. Françoise est linguiste, nous avons communiqué là-dessus. On parle bien du globish, c'est-à-dire de l'anglais de communication internationale, qui tue les langues. Et la première d'entre elles à être tuée par le globish, c'est l'anglais, la langue anglaise, la vraie langue anglaise. Voilà. Bon, alors, j'accélère sur cette partie-là, mais c'est dit, c'est écrit. L'esprit qui va guider les réformes est écrit. Alors, je parlais tout à l'heure de la loi Fillon de 2005. La loi Fillon de 2005 est précédée par un rapport, le rapport Tello de 2004, et Claude Tello, haut fonctionnaire en charge donc d'élaborer ce rapport qui prépare la loi Fillon, ose écrire que les compétences fondamentales pour le citoyen du XXIe siècle, ce sont en définitive l'anglais de communication internationale, c'est ce dont nous parlions, et les technologies de l'information et de la communication. Quid du savoir, quid de l'esprit critique, évidemment ça disparaît. Et à la même époque ou à peu près, Berlusconi, qui lui aussi est évidemment un grand suiveur des directives européennes, disait que l'école n'avait que 3 finalités. Eh bien, il résumait cela par mon italien est approximatif, mais il plaît ça. Inglés, c'est donc l'entreprise, l'anglais, et Internet. Voilà ce que doivent maîtriser, selon l'esprit de Lisbonne, qui a produit donc des ravages, eh bien, notre école. Bon, alors, j'ai fait un tour d'horizon, en quelque sorte, des causes qui permettent de comprendre l'état catastrophique de notre système scolaire et universitaire. J'en viens à présent, sans autre transition, à ce qui devrait se retrouver dans le programme que nous proposerons aux Français après accord, validation, transformation voulu par notre présidente. On va voir que l'on est, vous vous y attendez, dans une sorte d'antithèse, en quelque sorte, par rapport à tout ce que nous avons désigné jusque-là. Mais je tiens à le préciser, même si nous nous entendrons aussi sans doute tous pour reconnaître que l'école marchait mieux autrefois, l'histoire ne repasse pas les plats. Il nous faut aussi viser à être novateurs dans les propositions que nous faisons. Il faut que nos propositions soient adaptées au temps présent et à l'avenir. Bon. Nous avons certes un œil toujours sur le passé glorieux de ce que fut notre école et notre université. Il ne reste pas de vestige de cela, mais nous pensons également, et nous voulons également, proposer des choses novatrices. Bon. Alors, premier axe, nous pensons, ce qui n'a rien d'original en soi, qu'effectivement il faudra réformer le système à partir de la base, c'est-à-dire à partir de l'école primaire. Bon, parce que c'est à l'école primaire, et peut-être même dès la maternelle, que se joue l'égalité des chances. L'école primaire se subdivise en une école notamment élémentaire. L'école élémentaire porte très bien son nom. Elle est élémentaire, c'est-à-dire qu'elle a pour finalité de transmettre à tous les enfants les éléments du savoir, au sens des éléments d'Euclide. C'est ce que nous désignons par ailleurs par le terme de fondamentaux. Bon. Que tous les élèves doivent sortir de l'école primaire en maîtrisant les fondamentaux, c'est-à-dire
savent écrire, lire, connaissent les opérations mathématiques et les rudiments d'histoire et de géographie française, en premier lieu, on commence par cela, bien entendu, eh bien, nous en serons tous d'accord. Il faut par ailleurs, Arnaud évoquait le pauvre de Robien tout à l'heure, qui est l'un, si on doit, dans le panthéon, enfin ils ne sont pas tous morts, mais dans le panthéon des ministres de l'éducation nationale sur les 30 dernières années, on pourra en discuter le cas échéant. Je dirais qu'il y en a deux tout au plus qui trouvent quelques grâces à